Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Tomcat Next Gen, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui inspirent la nouvelle génération d'entrepreneurs français. Moi c'est Rika et avec mon co-animateur Patrice Thierry, le cofondateur de Tomcat et fondateur de ProWebCE, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Quentin Amodri. Quentin est le cofondateur et CEO de Mendo, une startup qui s'attaque à un défi majeur pour les entreprises aujourd'hui. Comment permettre aux équipes d'adopter concrètement les outils d'intelligence artificielle dans leur travail quotidien et de transformer les opérations vers l'IA. Salut Quentin, bienvenue dans Tomcat Next Gen. C'est un plaisir d'être là. Super, merci Erika, merci Quentin, effectivement ravi de te recevoir pour plein de raisons. La première raison, c'est que je t'apprécie énormément déjà en tant que personne et en tant qu'entrepreneur. Je trouve que tu as vraiment des belles valeurs, les bonnes valeurs et une belle énergie et c'est pas donné à tout le monde. Donc ça me fait vraiment très plaisir. Je vais rejoindre Patrice. Bah oui, je sais. Deuxième raison, c'est qu'on a partagé une école à Cergy-Pontoise, donc ça fait toujours plaisir. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu es arrivé à la Tomcat il y a quasiment 3 ans, qui était au tout début de ton histoire. Tu fais partie d'une des toutes premières promotions d'Apollo. À l'époque, tu faisais de la formation sur Excel. Tu as bien pivoté, tu as énormément grandi depuis. Je te laisserai évidemment nous raconter toutes ces phases de croissance et de traction, et puis la dernière bonne nouvelle là, qui vient de vous arriver. Donc bienvenue, ravi. Moi j'aimerais qu'on parle de pas mal de choses aujourd'hui. La première, c'est évidemment ton domaine d'expertise, qui est donc l'adoption réelle, et on va parler du terme réel de l'IA dans les entreprises. J'aimerais qu'on parle aussi du grand remplacement. Alors pas celui d'Éric Zemmour, mais celui de Elon Musk, qui nous prédit que dans quelques années, les humains seront sur des canapés à regarder Netflix en mangeant des pop-corn et avec un revenu universel. Dans Même Wall-E. Karl Marx aurait même pas osé penser ça dans ses plus grands délires. Donc j'aimerais aussi ton avis sur le sujet. Et puis on parlera évidemment du SaaSpocalypse, ce que tu en penses, un sujet qui occupe toutes nos nuits depuis la sortie de Cloudwork début février. Et si on a le temps de parler un peu de souveraineté technologique européenne, même française, donc toi tu es au cœur du dispositif, donc ça sera forcément hyper intéressant. Voilà, mais avant de parler de tous ces sujets, comme tu sais que j'aime bien démarrer par justement creuser un petit peu au plus profond de la personne. Donc qui est Quentin, et qui est Quentin, c'est surtout ton départ dans la vie, ta jeunesse. Donc comment était Quentin plus jeune? Qu'est-ce que disaient tes copains de toi, tes profs, tes parents, et comment tu voyais ton avenir quand tu étais jeune enfant, et puis après ado, quoi. En tout cas, l'histoire avant Mendo. J'ai toujours été une personne avec énormément d'énergie, pour plusieurs, je pense, et j'ai su très tôt que l'entrepreneuriat, c'était quelque chose qui m'intéressait. Contrairement à beaucoup de monde, j'ai pas d'entrepreneur direct dans ma famille, mais j'ai un grand-père qui était, très admiratif de l'entrepreneuriat, et je me suis vite rendu compte que, j'avais à la fois l'énergie et un niveau de sensibilité humain qui me permettait, d'avoir, cette énergie pour entreprendre. J'ai grandi, tout d'abord dans les Alpes, à Grenoble, dans un endroit assez, défavorisé. Puis ensuite, je suis parti j'ai eu beaucoup de chance de partir avec ma famille à Madagascar, et c'est là où, j'ai aussi eu ce premier contact au sujet, qu'on traite aujourd'hui, qui est comment est-ce qu'on crée plus d'égalité sociale, et notamment comment est-ce qu'on permet à des personnes d'acquérir des compétences qui vont changer leur vie? Et notamment le gros lien avec ça à Madagascar, c'est que, il y a une classe moyenne qui se crée autour de personnes qui, font du développement, font de la data entry et petit à petit, utilisent l'IA aujourd'hui. Et donc, j'ai baigné dans si tu utilises bien la tech, ta vie peut changer et tu peux sortir ta famille de la pauvreté. Donc c'est aussi là où ces graines ont été, plantées. Toujours hyper actif, je faisais 10 000 choses à la fois, très sportif, plutôt bon élève. Et ensuite je suis parti au Canada où j'ai fait, de la data et de la finance à McGill, pour travailler en banque d'affaires.
Ensuite, l'endroit où je voulais faire mes armes avant d'entreprendre et finalement beaucoup plus vite que ce que j'imaginais, j'ai rencontré Alexandre en rentrant en France, qui est mon associé aujourd'hui et on a décidé de s'attaquer à un problème qui est le problème de notre vie, hein, qui est: comment est-ce qu'on aide, 1 milliard de personnes à repenser la manière dont ils travaillent Pourquoi à que un l'aube de milliard l'IA générative? Les information workers, donc les white collars aujourd'hui, c'est 1 milliard de personnes. Ça a vocation à grandir, donc potentiellement plus, mais on aime bien prendre ce nombre de 1 milliard qui est vraiment, très tangible et représentatif. OK. Mais attends, avant de plonger quand même, dans l'IA et le business, revenons sur, toi et ton enfance. Donc tu disais, plein d'énergie, un enfant plein d'énergie, qui est effectivement un des traits de caractéristiques communs à tous les entrepreneurs. Mais ça se concrétisait comment pour toi? Comment tu t'es rendu compte que tu avais cette énergie et comment tu l'utilisais, en fait? 18 000 manières. Bon, déjà, j'étais quelqu'un de très sportif, je faisais plein de sports et je mettais énormément de temps et de volonté. Aussi, j'ai grandi dans les livres, ça vient de ma maman ça, mais je me mettais un endroit, j'ouvrais un livre et je pouvais passer des heures et des heures, je pouvais passer des semaines à faire que lire. Je pense que ça m'a beaucoup appris, déjà avoir une vision du monde différente, dans les yeux de quelqu'un d'autre, mais aussi forcément en C'était tant que quoi connaissance. tes bouquins, si tu dois top of mind, là, quand tu étais jeune? Pas ceux que tu lis maintenant, mais top of mind quand tu étais jeune, c'était lesquels? Moi, tu vois, je me rappelle à 7 ans, je finissais mes exercices super vite en cours pour pouvoir lire, les derniers Harry Potter, Ah, c'est et vrai que tu es très jeune, toi. C'est c'est pas ça que je disais, moi, à ton âge. Ouais, en effet, vraiment très tôt et puis ensuite ça a continué, beaucoup de fantaisie. Puis ensuite, assez rapidement, je suis tombé dans Zola, assez tôt, qui est mon auteur préféré. Ouais, c'est Heu, moins fun, ça. ouais, mais j'aime bien aussi, je trouve Ouais, ouais. que la difficulté de la vie enfin, j'ai toujours été assez convaincu que l'homme grandit, à travers la difficulté et les épreuves et donc ça, c'est un truc que j'aime bien. Moi, je pense que Super. toi aussi, tu as cette conviction. Ouais, 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 moi, j'ai cette conviction, effectivement, que, c'est les difficultés qui forgent la personnalité, le caractère et la découverte de qui on est réellement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt à affronter ces difficultés et comment on les affronte? C'est-à-dire, du côté, good versus, evil. Hem, mais après, moi, j'ai très vite basculé dans des bouquins, sur l'optimisme, le positivisme, parce que je considère que, c'est vraiment en étant ultra positif que, tu peux te sortir de ta condition. En ayant une croyance très forte dans le fait qu'il y a quelque chose, voilà, qu'on peut appeler ce qu'on veut, l'énergie positive, l'univers, Dieu, que si tu t'accroches et si tu lui parles de manière positive, ça peut vraiment t'aider. Et Zola, quand, j'ai évidemment à l'époque, je ne sais plus si, à l'éducation nationale, on met encore du Zola sur les tables des jeunes. Mais moi, j'ai trouvé que c'était effectivement, ça montrait le caractère très difficile de la vie, mais ça manquait d'optimisme et de Ah bah, ça, positivisme. c'est clair. C'est noir. Donc, je m'en suis un peu vite sorti, quoi. OK, et alors, bon, tu as parlé de ton grand-père, qui t'a initié un peu à cette forme de respect et d'inspiration que lui transmettaient des entrepreneurs. Donc c'est lui qui c'est via ça que tu es devenu, en tout cas, que ça t'a transmis cette fibre, entrepreneuriale, et comment il t'a transmis, en fait, cet intérêt pour ce métier d'entrepreneur? Je pense que, au-delà de ça, c'était aussi, une croyance assez forte. Rapidement, j'avais la conviction qu'être entrepreneur, c'était la meilleure manière et la plus efficace d'avoir un impact sur le monde, qui nous entoure. Très tôt et en effet, je pense que la graine a été plantée par mon grand-père, mais elle s'est ensuite plutôt cultivée par elle-même et par ma curiosité personnelle. Il se trouve qu'à Madagascar aussi, globalement, tous les parents de mes amis sont des entrepreneurs parce que très peu de personnes sont embauchées par des multinationales et donc j'ai quand même été dans cet environnement où, les gens prenaient des risques et c'était normal et aussi souvent, ça payait et donc très tôt, mon grand-père m'a imposé ce respect et me l'a montré. Je C'est une personne, qui a eu énormément d'impact dans ma vie et ensuite, j'ai continué à l'amener et puis dans mes études, j'ai aussi été proche de l'entrepreneuriat naturellement. Je me suis beaucoup intéressé pour finalement y arriver et ce qui a fait
grandir cette graine, c'est, quand je suis rentré en France, j'étais dans une banque d'affaires, qui vendait des startups et ça a un peu démystifié aussi ce côté de l'entrepreneur, doit être tout puissant, doit tout savoir, non, en fait, la plupart des entrepreneurs sont des humains, comme toi et moi qui ont leurs défauts, qui ont leurs qualités Ouais. et On est un peu souvent différents quand même, hein. En toute humilité. Mais ils sont le trait de caractère, c'est qu'ils ont du courage, globalement et qui sont capables, de prendre les sujets un après les autres sans se faire déstabiliser et je considérais que je l'avais donc ça a vraiment accéléré cette transition et c'est au moment où je rencontrais Alex donc ça OK. s'est bien passé. Donc tu as démarré à Grenoble, ville d'ailleurs que tu partages avec, Pierre-Éric Le Boisici, qui est un des partenaires de Daphne, chez qui on enregistre en ce moment. Donc la montagne, la nature, les bonnes valeurs, du terroir. Ensuite, Madagascar, qui t'a ouvert les yeux sur plein de choses. Et ensuite, pourquoi tu as choisi, McGill? Alors tu sais que je partage, beaucoup, le concept qu'un entrepreneur français, doit passer une partie de son temps dans un pays anglo-saxon et notamment les US, parce que c'est quand même là qu'on apprend un certain nombre de choses nécessaires, à sa réussite d'entrepreneur, notamment le leadership, les ventes, la capacité à scaler, l'ambition, et cetera. Mais dis-nous un peu pourquoi tu as choisi McGill? Parce que j'imagine que tu avais le choix d'aller dans pas mal d'écoles. Donc pourquoi ce choix précisément? En fait, j'avais le choix entre la prépa, Sciences Po et McGill et j'ai beaucoup hésité. Au début, la prépa était l'évidence pour moi parce que c'était un chemin tout tracé. Puis, je pense que j'ai fait mon petit bout de chemin mental sur, le fait que c'était pas l'endroit qui allait, m'ouvrir le plus l'esprit. Hem, Ensuite, ça s'est joué entre, Sciences Po et McGill et il y a eu 2 trucs. Déjà, c'est que McGill, c'était beaucoup moins cher, qui était quand même quelque chose Ouais, c'est d'assez vrai qu'il y a cet impactant. accord, franco-canadien qui est extraordinaire. Bon, Exactement. ça En reste fait, cher, mais de mémoire, c'est quoi? C'est 8 000, 10 000 € par an, c'est ça? moi, je payais 6 000 € par an. Maintenant, Six ça a mille euros par doublé an. parce qu'on Ouais. est sur un forfait différent. Mais en Mmh. effet, ça a un peu joué dans la balance et au final, ce qui a fini de me convaincre, c'est que globalement, je me suis dit: «Ça va me sortir de ma zone de confort, je vais avoir tous mes cours en anglais». À l'époque, l'anecdote, c'est que je parlais vraiment très, très mal anglais, quasiment pas un mot d'anglais. Ouais, alors que Heu, maintenant, tu parles français avec un accent anglais. ouais, exactement. Tu pas le premier à me le dire. Ouais. Et Je donc te le en dis à chaque effet, c fois, mais bon. Mais donc moi, je suis un gros adepte de me dire: «Il faut que je me mette dans une situation d'inconfort total, parce que j'aurais pas le choix que de me retomber sur mes pattes». Et donc je me suis dit: «Go, on va à McGill». Et en plus, il se trouvait que mon meilleur ami de l'époque allait aussi à McGill. Il allait à Montréal et donc ça a fini d'achever tout ça et finalement, je suis tellement, tellement content. C'est une université que je recommande à tout le monde parce que c'est un melting pot d'Américains, de Canadiens, d'Indiens, de Chinois et de gens qui viennent de partout dans le monde. On a un accès à un prix qui est vraiment intéressant quand on est français. On est vraiment livré à soi-même. Dans une université, c'est totalement l'inverse de la France où, en France, il faut être présent, ils vérifient qu'on est là, on a des petits devoirs et cetera. McGill, tu es livré à toi-même et tu as les examens à la fin de l'année et voilà, c'est à toi de gérer. Et ça, à 17 ans, ça fait beaucoup grandir, clairement. C'est J'ai très, pas eu très le choix, marrant ouais. parce que ça, on n'en avait pas discuté et en fait, j'ai fait exactement le même choix que toi et au même âge, à 17 ans. C'est-à-dire que j'ai eu mon bac à 17 ans et là, j'étais comme toi. Alors moi, Sciences Po, c'était hors de question, mais c'était plutôt, prépa école de commerce. Mais comme toi, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais perdre 2 ans de mon temps à faire des maths, alors que moi, je veux être entrepreneur et je veux faire du business?» Et j'ai eu la chance de trouver alors McGill, ouais, c'était pas sur mon radar à l'époque, mais je suis tombé comme ça sur Babson College, donc le collège numéro 1 des entrepreneurs aux US, et qui a évidemment depuis 30 ans, a explosé, positivement évidemment. Et donc je suis parti pour les mêmes raisons que toi, même âge que toi et je suis rentré comme toi en France pour créer ma boîte, il y a bon 20 ans avant toi. Donc tu vois, on partage en fait beaucoup de choses. Et moi, ça m'a vachement marqué, comme tu dis, d'avoir passé, ces années, sur un campus américain. Toi, si tu dois me dire les trois trucs principaux que ça t'a appris, mais vraiment de manière, transformative
et qui font partie intégrale de ton début de succès entrepreneurial. Je dis début, bon, tu es déjà bien avancé, mais j'espère que c'est que le début. Non, c'est que le début, en effet. Le premier truc et le principal qui est dans la continuité de ce qu'on a dit avant, c'est vraiment l'idée de devoir se gérer soi-même et de se dire, tu peux compter sur personne d'autre que toi-même. Tu vois, dans le système français, tu as toujours un filet de sécurité, tu as l'administration qui vient te voir, qui te dit: «Attention» et cetera, blablabla. Aux US, tu vas pas en cours, tu viens pas aux examens, tu te connectes sur la plateforme administrative, tu es viré, en fait. C'est comme ça et ça arrive à plein de monde et donc tu dois te responsabiliser très tôt. Pareil pour ta recherche de job, tu pas, la 5e année après avoir fait, 2 ans d'année sabbatique et cetera. Ce qui est enfin, les 2 modèles, se valent, hein, mais nous, à 18 ans, on commençait à chercher des jobs parce que le stage que tu avais, 2 ans avant, en fait, impactait le stage juste après, qui était le stage que tu allais avoir pour avoir un job. Donc très tôt, tu es responsabilisé. C'est la suite des US, hein. Aux US, quand tu as 12 ans, tu fais ton stand de limonade et tu vends tes trucs et donc c'est un énorme choc. Aussi un autre truc, c'était, moi qui m'a beaucoup marqué, c'est le niveau à l'oral des personnes Ah où, ouais, public speaking, il y a une capacité storytelling. exactement, il y a une capacité à transmettre des messages qui est pas du tout mise en avant en France et même en Europe de manière générale. Qui, moi, quand je suis arrivé, en fait, la première année, j'ai vu, il y avait des équipes qui faisaient des compétitions, en gros, de public speaking et je les ai vues et je me suis dit: «Mais si j'arrive à 1/10 d'eux, mais ma vie, elle sera magnifique» et donc je me suis donné ce défi de faire ça. Au final, de fil en aiguille, j'ai commencé à représenter l'université à mon tour, au niveau international, donc ça a été une grosse victoire et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé parce que je me rends compte déjà donc ça m'a forcé à bien parler anglais. Je parlais pas anglais de base, donc je me suis vraiment mis dans une situation compliquée et surtout, ben, aujourd'hui déjà, bien parler anglais en France, c'est un énorme avantage qui est vraiment sous-estimé. Parce que surtout en tant qu'entrepreneur, tu gagnes énormément de crédibilité quand tu lèves des fonds, tu gagnes de la crédibilité face à des clients américains, tu gagnes de l'avance aussi culturellement parce que parler bien anglais, c'est-à-dire que tu comprends en partie la culture américaine et voilà, et un des gros problèmes des entrepreneurs français, c'est un problème culturel quand ils arrivent là-bas. Et surtout, j'ai appris entre autres à articuler mes idées et à les communiquer de manière un peu plus, nettement que la moyenne qui m'a beaucoup, beaucoup aidé par la suite. Mmh. Et pourquoi tu es revenu à l'ESSAC? Parce qu'en fait, on a fait la même chose. Moi aussi, je suis revenu à l'ESSAC en programme d'échange avec Babson. Pourquoi tu es revenu à l'ESSAC, toi? En fait, moi, je me suis rendu compte que la banque C'était juste pour d'affaires l'image? C'était pour l'image, mettre le logo sur ton CV ou c'était pour, ou tu pensais qu'il y avait un vrai truc à tu sais que je les adore, hein, on est en partenariat sur plein de sujets, mais je suis curieux de voir ce qui t'a poussé à revenir à l'ESSAC. en fait, je me rendais compte que la banque d'affaires, c'était pas le meilleur endroit pour apprendre l'entrepreneuriat et donc à l'époque, ma stratégie, c'était d'aller en conseil. Je me suis dit: «En conseil, je vais être plus transverse, je vais voir plus de choses». Bon, en plus, sur le CV, ça fait bien, ça aide à lever des fonds par la suite et donc je vais aller dans ça et il se trouve qu'il y a très peu de jobs de conseil à Montréal et au Canada, c'est vraiment, il y a deux trois élus, chaque année et c'était le bon moment de rentrer, en France et donc c'est pour ça que je suis rentré à l'ESSEC parce qu'en fait, tu beau avoir fait McGill qui est, top, 50 universités au monde et sur le papier meilleur que les universités européennes. Bah, en France, on a notre, grande, Ouais, capacité à ignorer le reste du monde et donc personne connaît McGill vraiment, tu veux aller en cabinet de conseil, c'est complexe donc j'avais pas le choix que de repasser par la case ESSEC et en fait, j'ai pris l'ESSEC parce que je savais moi, je voulais travailler enfin, très rapidement et en fait, c'est la seule université où on peut faire le programme grande école en 1 an et donc c'est pour ça que je suis allé à l'ESSEC et donc j'y suis en effet allé, parce que et l'image alors même question que pour McGill, c'est quoi les 3 choses principales que tu as appris à l'ESSAC? bah, j'ai pas passé beaucoup de temps à l'ESSEC parce que j'avais monté Mendo. Alors Ça m'a une chose, par rapport à mmh, ce que tu as appris à McGill. filouter, le système administratif pour finir, rapidement, Aïe, aïe, aïe. non, mais Heu, j'ai eu des super profs, notamment à Singapour, où j'ai passé ah, 3 mois tu là-bas, fait Cergy Singapour? Ouais, superbe. exactement et donc d'ailleurs, j'ai beaucoup, d'investisseurs qui sont basés à Singapour à travers, cette petite expérience singapourienne. Donc en effet, ça m'a aidé et là où
l'ESSEC a été très, très utile, c'est pour le réseau. En réalité, nos premiers clients étaient des anciens de l'ESSEC. Ouais, c'est très, très fort. Le réseau ESSEC est ultra puissant et j'en ai, largement bénéficié aussi et on peut les féliciter là-dessus, ouais. Ils font un Ouais, tout super à job. fait. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellé en arrivant en France, personnellement. C'est en en Amérique du Nord, tu as ce lien, d'anciens de l'école. On va pas non plus t'ouvrir des portes parce que tu es de la même école. Enfin, si tu es à la Babson, il y a des Mmh centaines de mh. milliers de personnes qui sont à la Babson. Si tu commences à répondre à tout le monde, en Mmh. France, il y a vraiment cette entraide qui, d'un Ouais. côté, est bien. Moi, j'ai plutôt un avis mitigé quand même sur le sujet parce que je trouve que c'est très népotistique, d'une manière et Mmh. pas forcément bien pour la société. Mais bon, j'ai joué avec les règles Mmh. du jeu et j'en ai profité comme tout L'autre le monde. truc qui est extraordinaire à l'ESSEC, c'est leur capacité quand même sur les stages. Tu vois, quand tu es à l'ESSEC, Ouais. tu as accès, mais de manière très, très facile. Alors qu'aux États-Unis, comme tu le dis, tu vois, à Babson, limite, ils te laissent en autonomie, ils te laissent te responsabiliser, tu dois te débrouiller, quoi. Ah mais si tu Heu, fais rien, ils te disent, enfin personne te dit rien. Alors qu'à l'ESSEC, mmh, tu as besoin de faire un stage, tu as besoin de faire 2 stages pour valider ton diplôme. En ouais, fait, vraiment, ouais. on te OK, cadre. super. Bon, allez, on passe à Mendo. Alors, avant de passer Allez. à Mendo, bah, déjà, raconte-nous comment est née cette idée, l'idée, quoi, pas, bah, si, l'idée de la formation Excel, mais vas-y, raconte-nous. Comment est née l'idée de Mendo? Mais en fait, l'idée de Mendo, elle est venue de frustrations respectives avec Alexandre, donc mon associé et le directeur technique de Mendo. Après quelques années, dans des grandes entreprises, chacun de nos côtés, on se rendait compte la distance qu'il y avait entre la technologie, ce qu'elle me permettait de faire et le quotidien, des équipes. Et on se rendait compte à quel point, si jamais les équipes utilisaient mieux la technologie, ça pourrait changer leur vie, leur productivité, leur permettre de passer, des échelles à l'intérieur de l'entreprise. Mais malheureusement, tout le monde n'était pas aussi curieux et avide de technologie, qu'Alexandre et moi. C'est une réalité à laquelle on a dû faire face. Donc je pense que chacun d'entre nous, on était la personne qui aidait nos amis, nos collègues à mieux l'utiliser, heu, jusqu'à ce que ça devienne une grosse frustration et se dire: «Bon, on n'arrivera jamais à régler ce problème. Je devrais être là tout le temps derrière eux pour les aider». Hem Et surtout, prise de conscience sur le fait que c'était un besoin qui allait grandir. On a dû adopter des CRM, on a dû adopter, Excel, même 20 ans après Excel, l'utilisation était encore, très mitigée et donc ça avait un impact sur les entreprises. Mais surtout, on voyait à quel point les nouveaux softs arrivaient, et on voyait le début de l'IA générative en se disant: «Ouh là, l'innovation va de plus en plus vite, mais les humains, ils adoptent pas de plus en plus vite et ils changent pas de plus en plus vite». Donc si on n'a pas, une agilité drastique qui augmente du côté humain, le logiciel va devoir combler le vide, que ça crée d'avoir moins d'adoption pour livrer sa promesse de ROI, en fait. C'est logique parce que tu avais un gap entre ce que promettaient les software vendors et la réalité et donc soit l'humain, il adopte mieux et donc ça file le gap, soit il adopte pas mieux et donc tu automatises et du coup, tu enlèves de la place à l'humain et ce qu'on a voulu faire avec Mendo, c'est justement combler ce gap et dire comment est-ce qu'on équipe l'humain à mieux adopter, à être plus agile, à mieux réfléchir pour les guider. Donc ça a commencé à l'époque sur Excel qui était symptomatique de ce problème, qui est un logiciel qui est complexe au possible, avec lequel on peut faire plein de choses, Et mais souvent qui a plus de 40 ans d'ailleurs, hein, donc on parle quand même de quelque chose qui tourne, même plus que 40 ans d'ailleurs, qui tourne depuis quand même des décennies et effectivement que, on a toujours autant de mal à maîtriser, quand on est novice, quoi. exactement, exactement et donc à l'époque, on se dit: «OK, si on arrive à craquer, à changer la manière dont les gens utilisent Excel, on aura craqué un énorme problème, ensuite on ira le répliquer sur, tous les outils». Et en fait, si tu décomposes la chaîne de qu'est-ce qui fait qu'une personne, se met à bien utiliser Excel, c'est, premièrement, tu es exposé à de l'information. Donc on te dit, «OK, pour faire un tableau croisé dynamique, il faut faire comme ça», donc tu le vois. Idéalement, c'est la bonne information parce que si tu sais déjà faire un tableau croisé dynamique, ça sert à rien. Donc déjà, il y a tout un processus de choisir la bonne information pour la bonne personne. Donc ça, il était OK réglé, ce problème, on pouvait faire mieux. Tu as la deuxième étape qui est, il faut la tester et la mettre en pratique, chose qui était moyennement réglée. La plupart de l'accompagnement et de la formation était, une vidéo et un QCM, mais pas vraiment de la mise en pratique. Il y a quelques entreprises qui le faisaient, mais, il y avait rien qui dominait le marché sur ça et ensuite, le vrai gap, c'est OK, je l'ai testé une fois,
et le gap entre je l'ai testé une fois et je change ma manière de travailler pour faire des tableaux croisés dynamiques de manière, régulière, c'est 88 des personnes qui ne le font pas. Donc en fait, quand tu déploies une formation, un accompagnement, c'est-à-dire que tu mets 88 de ton argent à la poubelle, voire 100 parce qu'en fait les 12 c'est des gens, ils avaient même pas besoin d'être accompagnés, ils étaient curieux de base et c'était les personnes, qui aiment bien la tech et donc voilà. Et donc la question, c'est comment est-ce que tu cils ce gap des 88 de dire, je passe de: «J'ai vu l'information, je l'ai testé une fois» à «Ça devient mon quotidien». Et en fait, la réponse de ça, c'est créer de l'habitude. Et créer de l'habitude, ça passe par la répétition. Donc en fait, on a pris tous ces principes, on les a packagés à l'intérieur de Mendo, on a enlevé toute la friction et notamment, ce qu'on a fait, l'élément principal, c'est qu'on a intégré notre approche dans Excel. On s'est dit: «Bon déjà les plateformes d'e-learning, elles ont 10 d'adoption donc si on est une plateforme d'e-learning, naturellement, on va louper 90 des users, donc on va reproduire le même schéma et donc aussi, on va s'intégrer pour guider les utilisateurs, être le plus pertinent possible et les accompagner pour mettre en place et tester des choses qui vont durer 2, 3, 4, 5 minutes et ils vont le faire toutes les semaines jusqu'à ce que ça devienne une habitude et qu'en fait, sans même y réfléchir, ils deviennent meilleurs sur les logiciels. Et notre vision, c'était de se dire: «On va se plugger sur tous les logiciels» et en fait, ils auront juste à faire, 15 minutes par semaine. Toutes les entreprises vont rendre ça obligatoire parce que ça va avoir un énorme impact sur leur productivité et on va scaler ça. Donc ça a commencé par plutôt bien marcher. Donc On ça, appelle c'était il y a 3 ans et demi à peu près, ouais, c'était il y a 5 ans. à Il y a 5 ans. 3 ans et demi, on était déjà à fond sur l'IA, ouais. Ouais, Et ouais, on pivotait. Donc quand vous êtes rentrés, vous, c'était en effet il y a 3 ans, non, donc c'était il y 3 ans a et non, c'était il y a 2 ans et demi. ouais, c'est ça, donc vous étiez non, non, vous êtes arrivés chez nous, vous étiez encore sur de l'Excel, sur de la formation Excel? Ouais, on était en train de pivoter, en effet. Ouais. Donc C'était on a juin non, fait c'était juin la promo, c'était juin 2023, donc il y a 3 ans jour pour jour. ouais, c'est ça, c'était Et il y a donc 3 ans, ouais. donc l'IA, générative, arrive et donc là, toi et Alex, et puis peut-être qu'on vous pousse un peu, vous décidez de dire: «On laisse tomber tout ce qu'on fait depuis le début sur, Excel» et puis après ça devait être PowerPoint, ça devait être et cetera, pour basculer sur l'IA générative. Donc comment ça se passe, cette discussion et surtout cette prise de décision? Est-ce qu'elle est, rapide, immédiate? Est-ce que vous avez des débats? Est-ce que vous avez des craintes, des doutes? Il y a pas vraiment eu de débat. En fait, la manière dont les choses se sont passées, c'est que tu as octobre 2022, nous, on commençait à utiliser GPT dans notre produit en juin 2022, tu vois? Donc 1 an après, pour recommander des formules. Rappelle-nous la sortie de ChatGPT 1, c'était quand? C'est de ChatGPT. La Ouais, première version de ouais, ChatGPT, c'était octobre 2022. ouais, donc vous étiez un des tout premiers utilisateurs. Ouais, exactement. Donc, en fait, nous, on utilisait les API dans un premier temps, tu sais, DaVinci et cetera à l'époque, Ouais. pour, recommander des formules et cetera. Ça marchait super bien. Donc nous, on était très conscients de ce que la technologie, permettait. Ensuite, il y a eu ChatGPT qui permettait en effet, de construire des formules que nous, on a intégrées. Donc tu avais quelque chose pour réparer tes formules et cetera à l'intérieur de Mendo, ça marchait super bien. Mais en fait, très rapidement avec Alex, en novembre, on était bon. Heu, si tu fais quelques pas un peu plus loin, tu vas pouvoir, contrôler Excel avec de l'IA, ça va mettre du temps, et donc potentiellement tu vas devoir tu vas pouvoir contrôler la plupart de tes outils avec de l'IA si tu tires le trait, de manière un peu plus large. Et donc on se dit: «Ce qui est sûr, c'est qu'on va devoir accompagner les entreprises sur ça, on va devoir bouger un tout petit peu notre proposition de valeur». La question, c'était à quelle vitesse? Et là, en fait, il y a eu un électrochoc en janvier, 2023, juste après, avec Microsoft qui annonce très, très à l'avance, en réalité, c'était 1 an et demi avant même qu'ils sortent le produit, Microsoft Copilot, qui est censé, t'écrire un truc et c'est bon, ça automatise tout ton travail, quoi. Donc là, nous, de notre côté, Le on se dit: grand «Ouh là, remplacement. ouh là, il va falloir qu'on change un peu plus vite notre proposition de valeur». Mais en fait, on se dit en même temps: «Bingo!» parce que on n'a pas besoin de s'intégrer dans 18 000 outils. Si c'est un outil qui les contrôle tous, ça décuple le monde des possibles pour l'utilisateur, en même temps la complexité de ce qu'il peut faire derrière. Et donc en fait, on a juste besoin d'être très, très fort sur comment utiliser l'IA générative, parce que ça va contrôler tous les softs et la complexité vient du monde des possibles. Donc ça, c'était une prise, de position qui était assez clivante à l'époque, hein, parce que nous, quand on levait des fonds, les VC nous disaient: «Mais les gars, vous avez rien compris, c'est bon, c'est fini, l'utilisation de logiciels»,
il y a plus besoin, ça va être automatisé, les gens vont se faire remplacer. Donc nous, on avait nos convictions qui étaient celles qu'elles étaient et Je te rappelle qu'on partage les mêmes puisqu'on fait partie des fonds qui vont en effet, investir. en Donc on effet, est en bien effet. d'accord. Ouais. Et donc on lève, on se met d'accord avec vous en avril-mai à l'époque et en fait, donc on était quand même sur la thèse Excel avec, on va aller vers l'IA, il va falloir utiliser l'IA et ça va augmenter le monde des possibles et cetera. Et en juin, on se pose un séminaire d'équipe et ça faisait un moment que dans l'équipe, on se disait: «Bon, il faudrait peut-être qu'on teste, un peu Mendo sur ChatGPT, voir si on peut avoir un impact, peut-être qu'on fasse des formations d'entreprise pour les accompagner, pour faire un MVP humain». Et en fait, en juin, on se pose, on se dit: «OK, qu'est-ce qu'on fait?» On est en séminaire d'équipe, on est tous ensemble. À l'époque, on était une dizaine. Puis tout le monde dit: «Bon allez, il faut qu'on teste, il faut qu'on y aille». Moi, pendant cette semaine, j'appelle tous nos clients, je leur dis: Si on vous fait un truc comme Mendo sur ChatGPT, est-ce que vous prenez?» On devait avoir 10 clients, sur les 10, tu en as 7 qui disent oui. Tu as les 7 qui payent, en amont quasiment. Et en gros, en septembre, on passe l'été à développer. On close la levée de fonds aussi et en septembre, on commence à déployer, nos premiers, notre outil sur ChatGPT sur nos clients et sur les 7 clients, il y en a 6 qui ont converti, en contrat, total. Et on est passé de 50 000 à 250 000 euros de revenus, sur ces 4 mois. Donc ça a vraiment été l'inflexion et en même temps, ça corrélait avec le moment où on est arrivé chez vous. Donc c'était un super timing parce qu'on a structuré notre équipe de sales et ça nous a permis de passer la première belle marche. Donc là, pivot all-in, mai 2024. Donc ce séminaire, c'était mai 2024 ou Mmh, 23? Non, c'était 23, mai 23. 23, ouais. Donc 3 ans. Là, on est à 3 ans de déploiement avec le niveau d'exécution extraordinaire que je suis de très près et une traction encore plus extraordinaire. Mais je ne communiquerai pas sur les chiffres, évidemment. Je te laisserai le faire si tu le souhaites. Mais c'est effectivement assez rare, ce niveau d'exécution. Et donc là, avec les 3 ans de recul, est-ce que tu peux nous faire un petit feedback avec évidemment le niveau d'information que tu souhaites communiquer sur l'adoption réelle? Quand on dit réelle, là tu parles toi d'un split 90-10 sur les plateformes d'e-learning. Et donc ton métier, toi, c'est l'adoption de l'IA en entreprise. Et donc tu es aujourd'hui un observatoire probablement le plus précis sur le sujet. Donc, à nouveau, avec le niveau d'information que tu souhaites communiquer, quel est le niveau réel d'adoption et surtout que tu bosses quasiment qu'avec des grands comptes. Euh, et donc, voilà, quel est le niveau d'adoption réel de l'IA en entreprise française en ce moment? En plus, au moment où on va sortir ce podcast, on risque d'être en phase de sortir une étude. En effet, on est l'entreprise en France, après, Microsoft et OpenAI, bien sûr, à avoir le plus de data sur l'adoption. On a du qualitatif, du quantitatif. Ce que je peux dire, c'est que ça a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, nous, la métrique qu'on traque sur le marché, c'est l'adoption hebdomadaire et on est en moyenne, à 30-40. Mais le truc, c'est que nous, on est biaisé parce que la data qu'on a, c'est la data de nos clients. Donc on a la data avant, on a la data après et nous, chez nos clients, on est plutôt entre 60 et 90 Ouais, d'utilisation donc vous hebdomadaire. avez limite inversé la tendance, Bah, ou le track record en tout cas. Ouais. c'est notre rôle. Après, derrière l'adoption hebdomadaire, il y a d'autres métriques qui sont très importantes à regarder parce qu'on a des clients qui viennent nous voir avec une très forte adoption, mais qui en fait ont besoin d'avoir de l'adoption plus qualitative. Par exemple, on a, des gros clients dans le secteur du conseil et de l'audit qui, se rendaient compte que la seule utilisation de l'IA, c'était pour améliorer des emails ou pour faire des choses très simples. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on aide nos collaborateurs à penser de manière plus stratégique, à créer des agents, à repenser les process, qui est vraiment le problème de demain. Nous, on a aussi un énorme, switch dans ce qu'on met en avant. On n'est plus un outil qui aide à adopter l'IA, on est un outil qui aide l'entreprise à se transformer vers des processus agentiques. En passant par, dans un premier temps, la productivité individuelle, mais ensuite en comprenant l'impact sur les métiers et en aidant les métiers à se repenser, à repenser leurs process. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que dans les prochaines années, une grande partie des process vont se faire agentiser, une grande partie des choses qu'on faisait à la main vont passer par des agents. Ça ne veut pas dire qu'il y aura plus d'humains. Moi, je suis
très convaincu qu'il va y avoir, du human in the loop comme on dit, mais ça veut dire qu'on va faire, par des biais différents, qu'on va l'enclencher différemment et donc toute la logique de cette agilité, de promouvoir et de donner à la fois la liberté aux individus qui comprennent le business, de repenser les process, les incentiver pour ça parce que tu as aussi des incentives qui sont différents et ensuite, une fois qu'on a identifié les nouveaux process, les déployer et les évangéliser, plus largement. Bref. Alors ça justement, ça me donne très envie de te poser la question qui est, voilà, quels sont, parmi l'ensemble des clients, quels sont les usages IA, les plus transformants et les plus déployés, utilisés là sur les 2 dernières années, parmi tes clients? Au niveau individuel, sincèrement, on voit tout. On a, des personnes qui sont aux achats, qui ont réussi à automatiser, tout le suivi de leur contrat, de vérifier qu'il y a pas des clauses qui sortent et moi, aux achats, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui peut changer la vie. On a, des personnes en vente qui, gagnent beaucoup plus de deals parce qu'elles prospectent plus vite, parce qu'elles font des emails de relance plus vite, parce qu'elles créent des propositions clients et surtout avec Cowork. Là, c'est en train d'arriver, dans Copilot, donc nos clients, ils sont surtout sur Copilot. C'est quelque chose qui a d'énormes impacts et sinon au niveau entreprise, moi, je suis toujours, bon forcément je suis entrepreneur, mais tout ce qui touche à la vente et qui est capable d'avoir un impact très rapide sur, la top line, c'est quelque chose qui va aider à convaincre aussi les autres business units et donc forcément, agent d'aide à la négociation des contrats, agent d'aide à créer des business proposals qui sont impactantes et qui enlèvent, de la charge aux sales. C'est des choses où on est capable de très vite voir l'impact et où on arrive à convaincre des populations qui peuvent être plus difficiles à embarquer, sur ces sujets. Et après sincèrement, là où j'ai toujours un peu de mal à répondre, mais je pense que c'est positif, c'est qu'il y a pas vraiment de population, généralement, qui adopte plus. En effet, les sales ont tendance à être un tout petit peu plus, en retard naturellement parce que, leur job et le caractère des sales, on le connaît tous. Mais sinon, c'est plutôt homogène à l'intérieur, des entreprises, de manière générale. Mais est-ce que tu sens quand même qu'il y a des métiers qui adoptent plus vite que d'autres et d'autres, à l'inverse, qui résistent, plus? Ou c'est vraiment homogène, selon les métiers? Je trouve que le marketing, forcément, a été plus plongé dans la tech dans les dernières années. Donc, ils ont dû créer ce muscle et cette agilité. Donc, ça revient à ça, hein. Ça revient à ce que tu as créé cette habitude de te laisser un peu de temps sur le côté pour faire des nouveaux trucs et tester des nouveaux trucs. Et quand on t'a déjà forcé un peu à adopter des nouveaux outils dans les 2 3 dernières années, t'as pas eu le choix que de le faire. Donc, eux, ils ont déjà ce muscle qui est un peu construit et ils sont plutôt créatifs. Donc, ça les aide à bien avancer. Et en effet, souvent, ceux qui vont mettre un peu plus de temps, c'est les équipes sales. Tant qu'ils ont pas quelque chose de vraiment, très concret et obvious qui leur prend pas de temps, ils vont mettre un peu plus de temps. Maintenant, entre ces deux côtés, il y a pas tant de différence. Et tu parles pas Heu, beaucoup des équipes dev? Les équipes dev, en n'ont effet. pas besoin du produit parce qu'ils sont déjà suffisamment formés ou? En effet, on n'adresse pas du tout les équipes techniques de notre côté, donc je Ouais, les omets souvent, mes ouais. excuses. Mais en effet, les équipes techniques ont naturellement une adoption beaucoup plus forte. Déjà parce que les produits sont créés par des personnes techniques, donc elles répondent très bien aux besoins des équipes techniques et il y a encore un gap avec le business qui est en train de petit à petit se réduire. Mais forcément, la plupart des entreprises auxquelles on parle, elles ont déjà et c'est la première chose qu'elles font, c'est qu'elles mettent en place, l'IA sur leurs équipes techniques. OK, et en termes de go to market, donc quand tu fais ta première vente à un client qui est généralement un grand compte, est-ce que, il déploie, Mendo, sur l'ensemble, de ses salariés? Ou est-ce qu'il y a une stratégie de déployer d'abord que sur les achats ou les sales et puis ensuite on fait un point, on voit, on réajuste, on étend le contrat à d'autres types de métiers? Comment ça se passe en général ton déploiement commercial? On a les 2 cas. Historiquement, il y avait beaucoup de pédagogie à faire sur l'IA, sur l'impact de l'IA, sur pourquoi c'était important de former à l'IA. Donc on a commencé sur un certain nombre d'entreprises, sur des périmètres de 200, 300, 500 personnes. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, elles se questionnent plus sur: «Est-ce que je vais aller sur l'IA ou pas?» C'est plus sur comment et dans le comment, le sujet d'embarquer les collaborateurs et de les former et de faire en sorte que eux vont aussi faire partie de cette aventure, elle est beaucoup moins questionnée. Donc en fait, le marché a mûri
et naturellement, maintenant, la plupart de nos déploiements sont à l'échelle. Là, d'ailleurs, quand ça sera, publié, ce podcast, on aura déployé sur une grosse entreprise française d'automobile, sur 50 000 personnes, Mmh. directement à l'échelle, qui est un très Donc là, bon exemple. c'est mondial ou c'est que la Mon France? Non, non, c'est mondial. C'est Donc ça, vraiment, sur tous ça les sera ton employeurs. premier client monde. Sur combien de pays? Ah non, on a plusieurs clients qui sont déjà déployés, mondialement, mais ça sera OK. le plus gros en termes de nombre d'utilisateurs, en effet. Et sur combien de pays? Ah, j'ai pas le nombre en tête, mais je OK. sais qu'ils sont dans beaucoup de pays. OK. Bah, super, bravo. Félicitations. Et alors dans ta position d'observateur là, comme on l'a évoqué, tu dois aussi est-ce que tu as une visibilité sur le déploiement des concurrents, type, ChatGPT, Anthropic, Copilot? Est-ce que tu as une visibilité sur les licences achetées par Bien les sûr. entreprises Moi, j'ai une et donc visibilité. qui gagne la course en ce moment et pourquoi selon toi? Hem, on est au cœur du marché, on parle à la plupart des grandes entreprises, donc en effet, on voit bien, ces sujets. Depuis le début, au niveau corporate et entreprise, il y a eu très peu de discussions sur le fait que Copilot allait gagner. Ensuite, il y a eu un petit coup de mou, quand même, parce que Microsoft a eu du retard par rapport à sa roadmap. On voyait que ChatGPT était, beaucoup plus avancé et finalement, Microsoft a décidé d'ouvrir les modèles et a aussi repensé son architecture pour qu'il y ait beaucoup moins de lag entre, le marché et eux, et donc ça s'est effectué en été dernier. Et donc maintenant, ben, voilà, Microsoft a Claude l'équivalent de Claude Cowork à l'intérieur. C'est capable de modifier Excel, ça va faire de la bonne recherche en interne. Donc même s'il y a marginalement un meilleur, des aspects qui sont un peu plus forts, sur, ChatGPT ou sur, Claude, Microsoft, en donnant un socle déjà totalement intégré, sécurisé, rend les choses, beaucoup, beaucoup plus simples. Maintenant. Tu peux nous expliquer ce move, stratégique qu'ils ont fait un peu plus en détail, donc de s'ouvrir et d'intégrer les autres, solutions? Ouais, en effet, donc tout d'abord, Microsoft avait OpenIA derrière, hein, comme on sait tous, ils sont Ils sont investisseurs, actionnaires. actionnaires importants, d'OpenIA, et donc ils avaient, seulement le modèle d'OpenIA, et ils sont d'abord ouverts à Mistral et cetera, ce qui était plutôt logique, mais pas dans le chat, c'était plus pour créer des agents spécialisés, et là, finalement, ils ont vraiment, il y a quelques mois, donc il y a eu 2 étapes. Il y a eu une partie de refondre un peu leur système, et un peu casser le code de copilote pour, le rendre plus simple et plus agile, qui permet aussi la rapidité qu'il y a aujourd'hui. Et en effet, il faut s'imaginer que c'est super difficile d'intégrer de l'IA sur des systèmes qui sont super vieux comme Excel, comme PowerPoint, comme Outlook, avec la complexité qu'il y a derrière, du code. Donc, on ne peut pas leur jeter la pierre à nos amis de Microsoft. Et ensuite, il y a eu l'énorme deal avec Anthropic, où, ils ont ouvert, et c'est à ce moment-là où ils ont totalement dit: «OK, on ouvre à tout le monde, on va être agnostique, on va devenir une plateforme et nous, on va gérer la gouvernance, et cetera, et faire ce qu'on sait faire, mais pas vraiment, essayer de compete sur la partie modèle», qui selon moi a été un très bon move. Enfin, on le verra. En tout cas, ça leur permet de gagner Ouais, des donc deals pour selon toi, l'instant. c'est le bon move et sur le terrain, clairement, tu le vois Ah mais que ça c'est leur permet de gagner, un paquet de contrats, quoi. c'est le jour et la nuit, en fait. Tous les Et clients après, c'est quoi? qui. C'est un modèle de revenu sharing après avec Mistral, Anthropic, Ouais, ChatGPT? j'ai pas les détails, Ça, tu des sais pas? deals, mais oui, à mon Non, mais ils avis, n'ont pas il a communiqué? Il y a pas il eu de communication? J'ai pas vraiment regardé de mon côté? Non. À mon avis, on doit pouvoir trouver cette information. En l'occurrence, je ne l'ai pas. OK. Mais en effet, ils doivent, enfin, ça réduit leur marge. Évidemment, Ouais. c'est inévitable. Et donc tu as évoqué Mistral, moi j'ai cru voir que la part de marché était d'à peu près de 6. Tu les vois Mistral? Tu les vois progresser? C'est quoi ton retour sur leur potentiel? En tout cas en France déjà. Non, bien sûr, on commence à avoir pas mal de clients qui déploient Mistral. Maintenant, nous, on travaille beaucoup sur, les fonctions support de manière très horizontale. Mistral, leur pari aujourd'hui est quand même plus de rentrer de manière plus verticale sur des use cases très précis avec des Mmh. forward deployed engineers. Donc,
nos chemins se croisent pas tout le temps. En l'occurrence, ils se croisent sur certaines entreprises qui sont vraiment beaucoup plus sensibles à la souveraineté. Où, là, ils vont vraiment enfin, c'est leur, ils le disent, quoi: «On va sacrifier un tout petit peu de qualité pour pouvoir, être souverain», chose qui est tout à fait louable. On a aussi des clients qui vont, utiliser Copilot parce que c'est déjà intégré, c'est plus simple et cetera et qui vont forcer à mettre le modèle Mistral derrière, qui est quelque chose de très intéressant. Donc en effet, ils prennent du chemin, ce qui est logique. La souveraineté est quelque chose d'ultra important, je pense qu'on s'en rend compte et j'encourage totalement les entreprises, européennes à aller sur Mistral. On le recommande aussi, quand on y va. Hem, mais oui, 6 c'est ce qu'on voit. Ouais, OK. On parle un peu du grand remplacement. Donc, tu as évoqué rapidement tout à l'heure que toi, tu y croyais pas trop. Donc là, on a d'un côté Elon Musk qui, lui, à chaque intervention sur le sujet, ne fait que confirmer qu'on va être totalement remplacé. Et de l'autre côté, on a Jensen Huang qui dit tout l'inverse. Au contraire, comme chaque révolution industrielle, technologique, ça va créer plein de nouveaux métiers, plein de nouveaux cas d'usage, etc. Et que donc il n'y aura pas de sujet de chômage de masse. En tout cas, il y aura évidemment des remplacements et des modifications à faire et des formations à faire. Mais donc toi, c'est quoi ton point de vue sur ce grand remplacement entre ces deux extrêmes? Bah, moi, forcément, hein, je suis plus du côté, de notre ami Jensen. J'ai aussi, la conviction de manière générale que les entrepreneurs, sont pas des sociologues, de manière générale et sont pas forcément les mieux placés sur ça. Ils connaissent bien la technologie. Est-ce qu'ils connaissent, l'impact de la technologie sur la société et le mouvement, des jobs des personnes? Pas forcément, même si forcément leur vision sur là où va la tech est super intéressante. Maintenant, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que Elon, c'est quand même son job de dire que son IA, va venir, Mmh. transformer et totalement, repenser le marché parce qu'elle est tellement puissante qu'en fait, l'intelligence humaine n'aura plus besoin d'exister. Ça fait augmenter le cours de son action. Donc c'est quelque chose, Mmh. à prendre en compte quand on l'écoute. Maintenant, est-ce que l'IA va drastiquement changer la manière dont on travaille et dont on vit? Oui, c'est inéluctable, ça c'est sûr. Maintenant, je suis assez convaincu que, il y a énormément de savoir-être et de savoir-faire business qui va devoir, être mis à l'intérieur de l'IA et qui va devoir être piloté parce qu'on change de notre stratégie, on change notre manière de faire et il y a un niveau de complexité et de sensibilité, heu, humain qui l'IA est très, très loin, de l'avoir encore, même avec plus de contexte, même et cetera. Le lien avec la société et c'est là où forcément, la théorie d'Yann LeCun, en effet, elle manque de sens et de compréhension de la complexité du monde. Je suis assez aligné avec ça. Donc maintenant, peut-être qu'avec les évolutions, ça changera. Mais, je suis plus aligné avec un modèle de, en effet, il va falloir gérer des agences, c'est eux qui vont nous aider à faire le business, ils vont gérer des micro-tâches, on va les améliorer, on va comprendre, on va devoir être plus stratégique. Est-ce que ça va poser des énormes problèmes dans la société? Oui, c'est sûr. Il va falloir augmenter le niveau, de vision stratégique moyen, quoi. Il va falloir que, on demande à des gens qui n'ont jamais fait des choses stratégiques de le faire ou sinon elles vont apporter beaucoup moins de valeur. Comment est-ce que ça va s'articuler dans la société? Est-ce qu'on va légalement empêcher, heu, de se séparer de personnes qui n'arrivent pas à arriver à ce niveau stratégique? C'est possible. C'est une des grandes thèses, Ah hein, c'est ça, que ouais, ça c'est un vrai sujet. Autant moi, comme tu le sais, je suis hyper capitaliste. Capitaliste social, je tiens à le dire, à l'inverse de socialiste anticapitaliste, ce qui n'a rien à voir, c'est tout l'inverse. Mais effectivement, ce que je trouve assez étonnant, moi, c'est l'absence et le retard des politiques sur le sujet, notamment lié à l'emploi, hein, où on sent qu'il n'y a pas vraiment de discussion ou de prise du sujet de manière assez importante. Alors après, c'est vrai qu'en termes de grand plan de licenciement, puisque là on est vraiment sur l'emploi, le grand remplacement, il n'y a pas eu quand même beaucoup d'annonces dans le monde. Il y a eu Square qui a fait, il y a eu Square, Oracle, un peu de Meta, un peu d'Amazon, mais quand tu creuses et quand tu écoutes les interviews, en fait, c'est parce que post-Covid,
ils se sont tous mis à embaucher comme des malades et donc en fait, c'est plus, une forme d'équilibrage. Donc il y a pas eu encore de gros plans, de grosses vagues de licenciements qui sembleraient confirmer que l'IA, peut nous remplacer. Mais en même temps, on est au tout début, du déploiement de l'IA et tu le sais bien. Donc l'impact n'est pas encore très très fort et donc la question c'est: «Est-ce que ça peut arriver, ou pas?» Et toi, ton point de vue, si c'est de dire que si, on va quand même avoir, des annonces de plans de licenciement, qui vont, s'enchaîner, à partir de, je sais pas, dans 6 mois, dans 1 an, une fois que l'adoption, réelle de l'IA dans les entreprises, aura atteint un niveau suffisamment important? En fait, on le voit déjà de manière différente, c'est sur, le taux de chômage des jeunes. Il est déjà en train d'augmenter, hein. Bah, moi, quand je discute avec, des banquiers de grandes banques, Ah oui. d'affaires ou privées, effectivement, c'est le premier été ou le premier printemps où il y a quasiment aucune embauche des jeunes, alors que, c'était le cas avant. Et c'était la principale source d'ailleurs de recrutement. On embauche, des jeunes, et on fait rentrer un maximum de jeunes diplômés dans la banque d'affaires ou dans la banque privée, ou autre. Donc il y a ça, ouais, donc ça, c'est plus une non-embauche qui n'est pas encore du licenciement, Mais qui est un signe. mais qui est un signe. Donc après, moi, j'aime bien ce que raconte, Jensen, qui est plutôt de dire que en fait, l'IA va permettre de travailler sur tellement d'autres sujets qu'on n'imagine même pas aujourd'hui, C'est sûr. notamment des sujets de santé, notamment des sujets, le spatial, on voit bien l'explosion du spatial avec l'IPO de SpaceX, la semaine prochaine, avec tout ce que fait aussi Jeff Bezos, Blue Origin, tout ce que font d'ailleurs même les Chinois, et un certain nombre de pays sur le spatial. Donc on est en train de se dire qu'en fait, on a passé quasiment 20-25 ans, à travailler sur juste l'internet e-commerce. Ensuite, l'internet, réseaux sociaux, communication, système d'information. Un petit peu de logiciels d'optimisation des process, d'entreprise. Mais qu'en fait, maintenant, on va passer à une autre échelle sur des trucs complètement fous, où en fait, on va basculer dans Star Wars, quoi, avec probablement donc des voyages spatiaux, de l'intergalactique, de la médecine qui va faire des bonds, et tout ça va créer donc potentiellement tous ces nouveaux métiers qu'on espère, voilà, qui vont permettre de pallier à la fin de certains autres métiers, comme ça s'est passé pour toute révolution technologique. Ouais, dans tous les cas, il y aura du capital, il y aura du capital à déployer. Après, de là à Ouais, dire en qu'en plus, il y effet, aura beaucoup de cash à déployer, il y en exactement. a quand même pas mal. Mais de là à dire que tous les jobs de white collar vont se faire remplacer, je pense qu'on en est vraiment très loin. Je pense qu'il y a énormément de on sous-estime beaucoup la complexité, de ces grandes entreprises, leur assise qu'elles ont sur le marché, l'importance de la marque, et de la relation humaine derrière tout ça. Donc en effet, il va y avoir, des jobs qui vont disparaître, qui vont changer, mais il y a énormément de fonctions, de par la complexité de l'entreprise et cetera, qui vont continuer à exister et une grande majorité des personnes, selon moi, vont garder leur job, même s'ils vont être modifiés. Là, moi, où j'ai plus peur, en effet, c'est sur, cette capacité à faire évoluer des gens sur le niveau de responsabilité et en effet, ça va être une partie de la population qu'il va falloir accompagner et aussi sur la partie, des jeunes personnes qui entrent à l'intérieur du marché. Comment est-ce qu'on leur donne les clés pour arriver à ce niveau stratégique sans expérience? Ça va être, un gros sujet de société. Est-ce que c'est les entreprises qui créent des universités en interne? Ouais, exactement, ouais, ouais. Est-ce que c'est Bah, l'État c'est qui des nouveaux commente métiers, ça? ça aussi, à créer. C'est des nouvelles, Non, non, mais opportunités pour des exactement. entrepreneurs. Donc tu vois, on en est très loin et je Mais alors pense que la justement, je ques te pose la question. Donc moi, j'ai créé ma boîte, il y a 25 ans. À l'époque, évidemment, il y avait plein de complexités, mais en tout cas, tout était possible et on pouvait tout faire et on avait le temps de le faire parce qu'on n'était pas, ni ubérisé, parce que Uber n'existait pas à l'époque, ni IAisé, facilement parce que l'IA n'existait pas non plus. Toi, tu as créé, il y a 4 ans. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est plus facile ou plus compliqué ou plus risqué, de créer une start-up aujourd'hui qu'il y a 4 ans ou il y a 20 ans? Bah, il y a 4 ans, parce qu'il y a 20 ans, tu ne savais pas, mais par rapport à toi, il y a 4 ans. Ouais, il y a les 2 côtés de l'épée, hein. Je te fais des Ouais. réponses de politicien, mais en fait, Ouais, mais tu es entrepreneur, donc vas-y. d'un côté l'IA,
elle accélère tout et donc forcément builder, ça devient plus accessible. Enfin moi, je viens je un ami à moi là, il est dans nos bureaux pendant qu'on parle, il crée une application pour, faire de la thérapie de couple, et il est capable de développer quelque chose alors qu'il a jamais développé avant et c'est hyper intéressant. Et qu'il a jamais De été en couple? il a été en couple quelques fois, Ah bon, OK. heu et de l'autre côté, en fait, ça donne tout de même un énorme avantage aux personnes qui ont de la connaissance business parce qu'une fois que la tech est commoditisée et ben, ce qui reste, c'est est-ce que tu apportes de la data et une compréhension profonde du problème business que tu résous, plus forte que les autres? Si tu fais un soft RH, tu vois, je pense à Mackie People, qu'on connaît bien, ben, est-ce que, tu as des études et de la data? Est-ce que tu t'amènes les meilleurs process et tu donnes les meilleurs process clés en main à ces entreprises? C'est vraiment ça la question et en fait, malheureusement, quand tu es jeune et que tu sors d'école, tu peux pas avoir cette prétention. Évidemment, il y a encore plein de place à prendre sur le marché, il y a pas que ça, mais c'est quand même une tendance de fond où, la compréhension du problème et l'expérience sur ce problème devient très cher et avec beaucoup de valeur, surtout quand tu penses que peu de personnes vont pouvoir reproduire et revivre cette expérience parce que l'IA va enlever les premières années. Donc, tu as les 2 côtés de la pièce. OK, bah, je partage, je partage. Alors maintenant, on peut peut-être passer à un autre niveau, un peu plus élevé de délire. Oula. J'écoute, ouais, ouais, voilà, prépare-toi. J'écoute beaucoup, tu sais, moi, le podcast de Joe Rogan j'ai écouté hier et donc je pensais à toi évidemment. Celui qui vient de refaire avec Mark Andreessen. Donc c'est son deuxième qui est passionnant et tu sais, Joe Rogan, je pense que tu l'écoutes, bon, il a un côté un peu complotiste, un peu Non, peureux pas du et tout. lui, sa grosse crainte, c'est que l'IA devienne consciente et donc là, on rentre dans un côté Terminator et surtout l'IA associée à la robotique, on rentre dans un côté Terminator, Schwarzenegger, 1979 ou 80 quoi et donc là, vraiment, on soit remplacé même physiquement, même pas intellectuellement et Mark Andreessen lui répond un truc, intéressant, sympa, parce que Mark Andreessen, c'est quand même quelqu'un qui lit, je crois, une dizaine de bouquins par semaine depuis qu'il est tout petit, dont tout type de bouquins, dont de la philosophie et autres. Et il lui dit, non, mais tu sais, nous, les êtres humains, on est animés par deux choses, c'est la survie et l'évolution. Et il dit, l'IA est dépourvue de ça. L'IA s'en fout de sa survie et s'en fout de l'évolution. Donc elle n'est pas de l'évolution de sa condition, je veux dire. Et donc, elle n'est pas dans une démarche de prendre le contrôle ou d'éliminer quelqu'un. Euh, et donc, il est dans cette démarche hyper rassurante sur ce sujet-là. Parce que c'est vrai que même si l'autre, il peut être complotiste, c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question. Puis en plus, il y a eu un film qui a été fait là-dessus, même avec 3-4 sequels, qui montre ça il y a 30-40 ans. Et donc, on peut, il y a des gens qui ont peur. Il y a plein de gens qui ont peur de cette capacité. Et puis même sans aller, ils prennent le contrôle. Imagine si on se met à importer, nous en France, parce qu'on n'a pas d'usine de robotique malheureusement, si on se met à importer des millions de robots chinois avec de l'IA chinoise et qu'à un moment la Chine veut nous faire du mal, on peut imaginer que ça peut mal se passer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on rentrait là dans une discussion d'un autre niveau. Mais est-ce que toi, en tant que jeune, tu penses à ça? Est-ce que ça te fait peur? Et quelle est ta position entre la peur de Joe Rogan et le côté, au contraire, hyper rassurant, bon enfant de Mark Andreessen? Bah, j'y pense tous les jours, hein. Je suis au cœur, des sujets, il se trouve que j'habite avec quelqu'un qui est, très pleinement, dans la robotique aussi, donc c'est des débats qu'on a tous les soirs. Hem et forcément, il y a énormément d'anxiété, au niveau de la jeunesse et même d'ailleurs pas que de la jeunesse, hein, de tout le monde. Je pense que ça va vouloir dire, pour le monde de demain. Le fait que les robots vont prendre la place des humains, à beaucoup d'endroits, j'en suis assez convaincu. Je vois pas pourquoi ça serait pas le cas. Ça coûte de moins en moins cher de créer un robot et les IA robotiques, elles sont en train de progresser. Donc, il y a pas de raison que ça arrive pas, et ça va aller de plus en plus vite.
Je suis assez convaincu que dans 3 4 ans, on a tous notre robot, qui nous fait à manger et qui fait le Le ménage chez nous, enfin ménage, tous, voilà, qui sort tous le nous chien. privilégiés. Ouais. Hem, Sans le chien, peut-être un peu plus dur quand même, mais en effet, potentiellement. Hem, Maintenant, en effet, le côté, Terminator et l'IA se retourne contre nous. J'y crois un peu moins parce que l'IA au final, c'est des algorithmes. En effet, il y a une réplication de l'intelligence. En fait, réplication de l'intelligence, qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, nous aussi, on est une réplication de l'intelligence, hein. Nos neurones, c'est que des calculs, quoi. La question, c'est à quel point Ouais. on calcule vite et on est capable de capter des choses. Mais Je suis assez nous, on aligné a la conscience. Nous, on a l'intelligence et la conscience. La exactement. question, c'est est-ce que l'IA peut développer une conscience? C'est la question sur laquelle Marc répond, lui, clairement, non. Après, pour aller un peu contre Marc, si, l'IA d'Yann Lequin, qui a une meilleure conscience du monde autour d'elle, qui est capable de multiplier les sensations, donc la notion de l'espace, l'odorat, la douleur et cetera, pour aller plus Le loin, toucher. tu es capable d'aller un peu plus loin sur le niveau de conscience et d'existence. Maintenant, encore une fois, tout ça, ça reste des algos et C'est vachement ch marrant que tu dises ça parce que j'ai investi avec Daphne dans Ami Labs, mais en investissant, je me suis dit, mince, s'il réussit, ça peut être l'ouverture vers Terminator. Après voilà, on en Donc, est très loin et j'ai euh, quand même confiance en ces personnes pour, mettre des garde-fous et moi, c'est moins ça qui me préoccupe plutôt que comment est-ce qu'on va gérer cette énorme phase de transition dans les métiers et comment est-ce qu'on va accompagner, ces personnes pour, soit aller plus loin, soit, arrêter de travailler en leur donnant un support. Je pense pas que ça va être tout le monde, mais je pense que ça va être 10, 20, 30 de la société, ce qui est hmm, énorme, énorme, énorme et on n'est pas prêt pour ça aujourd'hui et en effet, c'est pas un débat qu'il y a encore politiquement donc ouais, mais déjà justement, former 20 millions de ça crée personnes, plein c'est pas mal. d'opportunités de création de business, tout ça. Ah bah, bien sûr, même moi, Ça ouvre, c'est là où on est, hein. voilà, exactement. On bascule là sur le SaaS Apocalypse. Pareil, j'aimerais bien avoir ton retour. Cloudwork sorti février, immédiatement entre 30 et 50% de chute des cours de bourse de tous les grands SaaS. Certains ont repris un peu, ouais, certains sont revenus au niveau, mais quand même la plupart, dont les plus Mmh. gros, Salesforce, ServiceNow, Workday, sont quand même toujours bien bas, n'ont pas réussi à remonter. Donc toi, c'est quoi ta théorie? Est-ce que l'IA peut remplacer des gros softs comme ça? Ou est-ce qu'à l'inverse, ces gros softs vont utiliser l'IA pour être plus performants, ou en offrant un meilleur service? Mais surtout aussi, est-ce qu'ils vont réussir à garder le modèle économique qui les valorise comme tel avant l'arrivée de Cloudwork? Encore une fois, je pense énorme, sous-estimation de la complexité, des grandes entreprises, des normes de sécurité, hem, de à quel point des outils comme SAP, comme Salesforce prennent du temps à se déployer, prennent du temps à se personnaliser aux besoins de l'entreprise, à quel point ces réalités sont complexes. Donc oui, sur du SMB, OK, 100. Enfin, nous déjà, on a remplacé plein de SaaS en interne et on va continuer à le faire et voilà. Sur de l'enterprise, tu as pas les compétences, tu peux pas le maintenir, c'est hyper personnalisé, c'est complexe et il y a plein de règles business, en fait. Enfin, c'est tout ça, c'est des systèmes off record avec énormément de règles business très complexes, qui sont mises à l'intérieur et qui sont pas si simples que ça à sortir et qui sont pas si simples que ça à maintenir avec des architectures complexes. Donc autant sur des boîtes comme HubSpot, tu vois? Qui sont, un tout petit peu plus SMB, j'aurais plus de doutes. En effet, HubSpot a perdu 70 de leur valeur. Autant sur du SAP, du Salesforce et cetera, j'aurais un peu moins peur, de manière générale. Mais oui, la Hmm, capacité de build en interne, elle va augmenter, hein ouais, et ouais, le build versus buy, il est plus fort que jamais, quoi et du coup, ouais. ça crée des nouveaux jobs. Je partage. 2-3 petites questions rapides là, faciles cette fois-ci, beaucoup plus faciles. Ouh là! Euh, quels, euh, Quels entrepreneurs IA t'impressionnent le plus aujourd'hui? Ah bah, moi, je suis très impressionné, par Dust.
en France, et forcément par Mistral. Mais beaucoup d'admiration et de respect. Ils sont sur un marché ultra compétitif, très difficile et ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et d'ailleurs, félicitations pour le relevé. Hem, J'admire aussi beaucoup, Benjamin Netter, le cofondateur de Riot qui est un peu sur un créneau, similaire au nôtre, qui est solo founder en plus donc qui est super fort, donc que je connais bien, heu, que je recommande beaucoup aux gens de le suivre. Voilà. Bon, c'est pas mal. Donc, tu te concentres sur des Français. Oui, non, bah, Ouais, forcément, je passe beaucoup de temps à l'international. Nous dans notre domaine, il y en a beaucoup, il y a le fondateur de Grid, David Blake, qui est vraiment impressionnant, qui nous aide aussi un peu, ouais, ouais. heu, sur notre verticale, plus, adoption et change. OK. Donc tu félicité la belle levée de fonds de Dust et de Mistral. C'est peut-être le moment. Est-ce que quand on va publier ce podcast, tu vas publier une autre news, une belle news sur laquelle tu travailles depuis un certain temps et qui va te permettre d'aller beaucoup plus loin? Est-ce que tu as envie de communiquer dessus? En effet, on est très fiers d'annoncer, donc une série A de 12 millions d'euros qui va nous permettre de grandir en Europe, d'aller beaucoup plus loin sur, transformer les entreprises, les supporter sur, le déploiement des agents et donc de ces nouveaux process infusés à l'IA, d'aider les utilisateurs à rester critiques et donc, de devenir une part encore plus grande de cet écosystème, dans toutes les grandes entreprises qu'on accompagne. Bravo, félicitations. Bah, écoute, on est hyper fiers de t'accompagner depuis le début, de participer aussi à cette série A à 12 millions. On peut même dire A+, ou A/B, quoi. C'est quand même, Mmh. c'est quand même un beau Grosse série montant. A. Voilà, une grosse Mais série A. la B arrivera rapidement, normalement. Ouais, on va bien travailler sur le use of funds, hein, pour créer de la valeur. Euh, et alors, c'est marrant parce que tu dis Europe, tu n'as pas mentionné US. Tu sais qu'on a fait un petit voyage aux US ensemble, donc sans dévoiler non plus ta stratégie, mais voilà pourquoi tu te limites à l'Europe et pourquoi tu parles un peu moins des US. On va quand même explorer les US, on a quelques clients là-bas, mais en fait, c'est plus un sujet d'opportunité. On a une grosse opportunité qui s'est ouverte avec un partenaire ici, hem, qui est Microsoft et donc on accélère beaucoup avec eux pour les supporter en Europe, aider les entreprises sur lesquelles ils déploient, à s'agentiser beaucoup plus rapidement et ça marche très bien et donc on a décidé de concentrer nos forces sur l'Europe, dans un premier temps. Parce qu'en fait, on voit que la route aux 10 millions de revenus, elle est vraiment tracée devant nous, elle va être très rapide et donc on préfère, vraiment concentrer ici avant d'aller aux US, dans un deuxième temps. C'est un peu ce que je t'avais dit, ça, non, il y a 2 ans, quand tu m'avais parlé En fait, d'aller aux US tout de suite. je t'ai convaincu qu'il fallait qu'on aille aux US. Ensuite, tu as dit: «Ouais, tu as raison, Quentin, lève pour aller aux US» et au Ouais, final, j'ai dit: «Non» et tu as dit: «OK». ouais, C'est c'est ça, vraiment on a inversé ouais, nos rôles à chaque fois. C'est marrant, exactement. hein? Bon, mais Ouais, c'est finalement, ça drôle. a marché, donc c'est plutôt bien. Et alors justement, pour les jeunes entrepreneurs qui nous écoutent, vu que tu as quand même réussi et ta série et ton seed plus et ta grosse série A là, ce serait quoi les conseils clés que tu donnerais aux jeunes entrepreneurs pour réussir leur levée de fonds? C'est penser à votre avantage, compétitif et ce qui vous rend unique. Hem Lorsque vous levez des fonds, vous vendez une histoire, un produit, vous vendez aussi énormément vous-même. Donc, très, très souvent sous-estimé le pitch perso de pourquoi vous faites ça, pourquoi est-ce que vous allez rester jusqu'à 2 heures du matin, plusieurs soirs d'affilée pour faire en sorte que ça marche. Et ça doit venir d'une conviction personnelle. L'idée qu'au début, c'est 5% l'idée, 95% vous, puis juste après, c'est plutôt 20% l'idée, 80% vous, elle est vraiment réelle. Et c'est ça qu'ils achètent aussi les investisseurs. La preuve, Patrice, il a investi et 2 mois après, on a pivoté, hein. Hem, donc apprendre à vous vendre, apprendre à vendre votre projet, avoir réponse à tout, de manière générale, vous préparer avec l'IA et surtout,
soyez biaisé vers la vente. En fait, le meilleur moyen de tester, d'avoir un impact, de comprendre, c'est de vendre. Si vous vendez pas, vous allez pas faire face à des vrais problèmes. Attendez pas que ça soit parfait. Attendez pas d'avoir l'idée que personne n'a eu non plus. Si personne n'a eu cette idée, c'est sûrement que c'est pas une bonne idée. Il y a un énorme biais pour les personnes qui sont pas entrepreneurs de dire: «Ah mais ça a déjà été fait». Ouais, si ça a été fait, ça veut dire que ça marche et qu'il y a un marché. Heu, Ça, c'est le plus gros truc que je vois, moi. OK, alors il y en a d'autres, il y en a d'autres. Qu'est-ce que tu penses d'avoir un super CFO as a service pour mettre en place le deck financier, parfaitement en place et de mettre, la data room aussi, mettre une data room parfaitement riche? Parce que faut pas se tromper non plus, un financier pur, nous on n'est pas des financiers purs, nous notre fonds il est mené par des entrepreneurs. Mais des financiers purs dans les fonds de venture classiques vont quand même mettre une note à la capacité de l'entrepreneur à présenter ses chiffres, passé, présent, futur, et la qualité des chiffres aussi et l'exhaustivité des chiffres, mais aussi la richesse et l'exhaustivité de la data room. Et moi, j'ai vu tellement d'entrepreneurs qui sont partis, alors que je leur conseillais de faire l'inverse, hein, fleur au fusil, avec voilà, des KPIs, des reportings financiers pas super complets, pas super propres, et ensuite avec une data room à moitié vide. Euh, Ça, je pense que c'est une des erreurs principales que font les jeunes entrepreneurs. Et je l'ai faite moi aussi d'ailleurs, hein, donc je m'y associe totalement. Mais c'est pour ça qu'avec l'expérience, maintenant, je me permets de donner des conseils. Mais voilà, je pense que ça t'a pas mal aidé, ça, non? Bah, en fait, nous, on a fait notre data room tout seul, Patrice. Après moi, je Ouais, viens, mais le deck, ouais, mais le deck, tu l'as pas fait tout seul. Et les reporting financiers non plus. le deck, on a pris une agence. Après, c'était une série A, donc c'était un peu luxe quand même. Les coups Hmm. d'avant, on l'a fait Non, nous-mêmes. mais je parle de la partie purement financière, purement le reporting financier. Non, Hmm. c'était moi qui l'ai faite. Heu, Hmm. sur notre reporting trimestriel, on se fait aider et ça, c'est très, Hmm. très, très utile. Moi, je suis quand même du parti pris que un entrepreneur doit connaître parfaitement ses chiffres, et ses unités économiques. C'est pas le plus important en réalité, enfin surtout en early stage, mais c'est hyper important face aux fonds d'investissement parce que comme tu l'as dit, c'est des financiers et donc ça impressionne tout de suite quelqu'un qui comprend bien ses chiffres, qui comprend l'impact d'un changement sur, la taille de ses contrats moyens, sur, son LTV CAC, qui comprend l'impact d'un changement dans son churn et en fait, ça, c'est seulement en les faisant toi-même et en mettant un peu tes mains dans le cambouis que tu le comprends. Donc, une fois que tu as compris ça, que tu as fait tes 1 ou 2 premières levées, je pense qu'en effet, là, tu peux aller voir une banque, tu peux aller déléguer et cetera. Au début, il y a rien en fait, tu te fais challenger dessus constamment quand tu lèves, donc si tu les connais pas par cœur, tu es muerto Ouais, pipo. mais tu vois, regarde, tu vois, la différence entre toi et beaucoup d'entrepreneurs, c'est que toi, tu as non seulement cette compétence d'aimer les chiffres, d'aimer la compta, d'aimer la finance, et donc tu maîtrises ça. Mais moi, Non, j'ai mais c'est vu c'est sûr. tellement d'entrepreneurs, si tu veux, qui sont pas sur le sujet, et là, ils se font malheureusement dézinguer. Et même si, tu vois, ils arrivent à exprimer proprement la vision, proprement le marché, proprement leur tech, leur value propre, etc. Le fait d'avoir un entrepreneur qui ne maîtrise pas parfaitement, comme toi, tu le fais, ses chiffres, ses KPIs, c'est une des raisons principales de beaucoup d'échecs de levée de Mmh. fonds, en tout cas quand tout le reste est top. Parce que Non, mais tu as malheureusement, raison. et c'est ça le message que j'essaye de passer aux jeunes entrepreneurs, c'est que les fonds qui sont pilotés par des financiers purs sont souvent sans merci, et c'est normal. Et donc, s'il y a un truc qui n'est pas checké, validé parfaitement de leur part, ils feront un no-go. Et moi, j'en ai vu des no-go, juste sur ce sujet de chiffres pas maîtrisés, de reporting mal fait et de data room pas complète, quoi. Donc, je parlais pas forcément d'une banque d'affaires, je parlais plus d'avoir un bon CFO as a service, quoi. Non, mais Mais en bon, effet et là où je te rejoins, c'est un truc que j'ai appris, il faut vite reconnaître, ses forces et les endroits où on est moins fort quand on est entrepreneur et je pense que tu as en tout cas la manière dont je l'ai vécu, c'est tu as
Entre 1 et 3 ans, enfin, on précise seed où tu as encore la possibilité de progresser sur des sujets nouveaux, mais à partir de après le seed, tu dois être, spécialisé, enfin, tu dois être très fort sur tes sujets, tu dois déléguer les autres trucs, sinon tu vas ralentir ta boîte. En effet, OK. si tu une quiche en finance, il faut Ouais. il faut que tu prennes un CFO as a Bah, en service. fait ouais, ouais. Non, mais tu as bien résumé. En fait, il faut bien connaître ses forces et trouver des personnes qui vont gérer tes faiblesses. Juste pour donner aussi, un peu de contexte et un ordre d'idée, aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent. Donc là, tes 12 millions, ça a mis combien de temps, entre le moment où on s'est dit, go, on board et la signature, la semaine dernière, du SPA, ouais, du SPA. Des Pas encore, de ça va pas tarder. du choix du du jeu ouais, j'espère le plus loin possible d'ailleurs, du juridique. Combien de temps ça t'a pris, en termes de mois, en temps ensuite, en heures réelles de ton temps perso à toi et d'Alex? Sans divulguer évidemment de trucs confidentiels, quels ont été les moments de stress principaux, quoi? On y allait, fin janvier. Et on reçoit l'argent, là, fin mai. Donc ça a pris exactement 5 mois, quasiment, jour pour jour. Attends, 5 ou 4, entre entre 5 et 4. Ça dépend si c'est fin janvier ou début janvier. Non, c'est fin janvier, ouais, donc Bah, ça 4 mois alors. ouais, ça fait 4. Ouais, 4, très court. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc plutôt court. Ça a été un sprint quand même. Hem Je pense que dans les temps forts, tu vois, ça me prenait, 20 heures par semaine quand même. Ça me prenait la moitié de ma semaine. Je très conscient qu'il fallait pas que ça me prenne tout mon temps parce que le business doit continuer à avancer et malgré tout, on était un peu en dessous des objectifs pendant ce temps parce que, bon, bah, je suis pas le seul à faire des ventes, mais c'est un peu un impact quand je suis moins là. Hem, Donc 320 heures au total, potentiellement, de ton temps à toi. ouais, ouais, ça a été fou et Alex, je l'ai vachement protégé parce qu'on était, Mmh. techniquement, il fallait qu'on délivre à cette période. Bon, il faut toujours qu'on délivre, mais on était un peu sous-staffé. Et donc, j'ai essayé de le faire venir entre 3 et 5 heures par semaine et après une fois qu'on a signé la term sheet et qu'on est passé sur la due deal, là, on s'est un peu plus réparti les rôles, où lui, il a pris un tout petit peu plus de poids que moi et là aussi, la période due deal qui dure un mois et demi, elle prend énormément de temps, beaucoup d'allers-retours et donc voilà, on est on est enfin arrivé. OK. Et les moments de stress, de tension, c'était sur quel sujet? Ah bah, c'est comme tout le monde, hein, La valo? La valo, non, mais même avant la valo, en réalité, on est sur un marché qui est tellement mouvant. Aujourd'hui, tout le monde se pose la question de quel est l'avantage compétitif et tout le monde a une Mmh. réponse et peu de réponses sont satisfaisantes. Est-ce que c'est une profonde connaissance du métier? Est-ce que c'est de la data? Nous, on considère les 2. Et après, c'est, ta vision de là où le marché va aller versus des VC qui, voient du quantique, la moitié de la journée et souvent, planent un peu à 2000. Donc tu essaies de les ramener sur terre et donc il y a eu beaucoup de clash entre les croyances, des VC, et les nôtres et après en effet, toujours les sujets de valo, mais au final on est content, enfin sincèrement, ça a été rapide, ça a été efficace, on est plus que content des personnes, qu'on fait rentrer aujourd'hui qui vont apporter vraiment, énormément, de par la taille des fonds, de par les personnes, qu'on met autour de la table. Donc on est très impatient de la suite. Ouais, génial, bah, double félicitations. OK, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je repasse la main à Erika pour les key takeaways et la Erika question et puis ensuite, je reprendrai le micro pour te poser une dernière question. Ouais, et bah, pour commencer, félicitations pour la série A. C'est super. Et en parlant des levées de fonds, au début de notre conversation, tu as évoqué que tu as levé en France et aussi au Singapour. Quelle est la grande différence entre ces deux pays quand on commence à lever des fonds, rentrer dans les négociations? C'était vraiment anecdotique, Singapour pour le coup parce que c'était quelques business angels que j'ai croisés, donc on n'a pas fait une vraie levée de fonds là-bas. Ça serait dur pour moi de l'expliquer.
Mais à ton avis, quelle est la plus grande différence, peut-être dans la tech ou dans l'entrepreneuriat en France par rapport au Singapour? Bah, Singapour, c'est vraiment naissant. Il y a un peu moins de capital, mine de rien, même s'il y a du capital et donc le VC est un nouveau produit, même s'il y a quelques grandes entreprises, comme Grab et cetera qui ont réussi à grandir, ça reste le début, donc forcément moins de capital. Un marché qui est beaucoup plus petit, donc la nécessité d'être à l'international très rapidement. Singapour, c'est un tout petit marché, donc il faut soit aller en Asie, soit aller aux US. Il y a l'Australie aussi qui est un marché potentiel, donc c'est vraiment une agilité qui est différente, et forcément une culture aussi dans la négociation qui est profondément différente. Et est-ce que tu peux nous partager quelque chose que tu retiens de ton expérience à la Tomcat, que tu gardes avec toi toujours et que tu appliques dans ta vie, professionnelle? Ouais, bien sûr, ben, déjà, Patrice qui nous a beaucoup éduqués sur l'importance de la culture d'entreprise qui est, je pense, comme beaucoup d'entrepreneurs au début, hem, on pense que c'est des beaux mots, qui sont là pour faire joli et on si on fait l'exercice, on se rend compte de l'importance, que ces mots peuvent avoir et comment est-ce qu'ils peuvent être instrumentaux dans la croissance d'une entreprise et d'en s'assurer qu'on recrute les bonnes personnes, qu'on garde les bonnes personnes et qu'on vient promouvoir les bons comportements. C'est peut-être, le point principal. Super et bah, pour résumer quelques key takeaways, de cet, épisode de Tomcat Next Gen, c'est de sortir de son zone de confort, qu'il faut maîtriser l'art de storytelling, l'anglais et le pitch, perso. Qu'on doit repenser les process dont on adopte et déploie l'IA et aussi dans l'âge de l'IA, on, sous-estime la complexité des grandes boîtes et aussi le côté humain. Merci beaucoup, c'était une, conversation très intéressante pour moi. C'était super. Merci à toi Erika et merci à toi Patrice. Avec plaisir. Ma dernière petite question, donc Mendo, tu veux l'emmener jusqu'où? Ouais, notre objectif, c'est de continuer à la régler le problème qu'on règle, de manière internationale. On a l'ambition de devenir, la plus grosse entreprise au monde pour régler ce problème. Donc ça fera au moins de nous une licorne et peut-être plus. Heu, c'est l'ambition qu'on se donne. C'est beau ça. Bravo, bravo, bravo. Super content de t'accompagner à nouveau depuis le début et de continuer à le faire. Merci beaucoup. Merci. En effet, Ouais, merci félicitations à Quentin. Tomcat aussi de faire partie de ce tour. Yes, Et ça merci fait à eux. plaisir. Allez, good luck. Merci. Merci pour votre écoute à tous et à très bientôt pour un prochain épisode de Tomcat Next Gen. Ciao, ciao.